Est-ce que vous connaissez cette musique? Il y a une idée qu'on aime beaucoup dans la création, celle que les grandes œuvres naissent de grandes ambitions. Mais parfois, les œuvres les plus importantes naissent d'autre chose. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des jeux vidéo, et plus particulièrement d'un studio. Et pour ça, retournons ensemble dans le passé. Nous sommes dans les années 80, jouer aux jeux vidéo se fait aussi chez soi, et pas que dans les salles d'arcade. Dans le salon sur une télé cathodique, chacun tient sa manette, parfois seul, parfois à deux, on passe des heures à jouer encore et encore. Le jeu vidéo est un défi et pas encore un récit. Les jeux vidéo sont rapides, directs, on y joue pour battre un score, pour recommencer. Et les histoires existent, mais elles sont secondaires. Ce n'est pas vraiment une priorité à l'époque d'avoir un récit autour d'un jeu vidéo. Les personnages ne sont pas là pour être aimés. Donc en résumé, le jeu vidéo est un défi et pas encore une histoire. Et dans ce contexte, beaucoup de jeux arrivent sans faire de bruit. Ils sortent, ils sont joués, parfois terminés, mais rarement retenus. Ce sont des jeux efficaces, bien programmés, souvent impressionnants pour leur époque. Mais une fois la console éteinte, il ne reste pas grand chose. 3D Battle of World Runner, The Death Trap, Red Racer, Alpha Mission, ce sont des jeux bien faits en soi, mais ce sont des jeux qui ne laissent rien derrière eux. Ce sont des jeux qu'on termine, mais qu'on n'emporte pas avec soi. Et parmi les jeux que je vous montre, il y a un point commun. Ils ont été créés par le même studio, un studio japonais, encore discret à l'époque, Square. Square fait ce qu'on attend de lui, il suit les tendances, il essaie d'exister dans une industrie où tout va très vite. Mais plus le temps passe, plus une question devient difficile à ignorer. Pourquoi on a ce sentiment d'être remplaçable? Le problème, ce n'est pas que Square échoue brutalement, le problème c'est que rien ne s'améliore vraiment. Les jeux continuent de sortir, certains fonctionnent un peu comme Red Racer, un jeu de course simple, rapide, fun. Il se vend correctement, les joueurs y prennent du plaisir. Et d'autres sont des échecs commerciaux, comme King's Knight, leur tentative de jeu fantasy. Un pari plus ambitieux, plus narratif, plus audacieux, mais le public n'y répond pas du tout. Les ventes sont décevantes, le jeu passe presque inaperçu. Mais aucun de leurs jeux ne change quoi que ce soit. Square avance, mais il avance dans le vide. Chaque nouveau projet ressemble au précédent. Même énergie, même contraintes, même résultat. Et quand un studio fonctionne comme ça, ce ne sont pas les chiffres qui font le plus mal. C'est le sentiment de devenir interchangeable, de créer sans laisser de traces. Et petit à petit, Square comprend quelque chose de terrible. Continuer comme ça, ce n'est plus avancer, c'est reculer. Pas parce que les jeux sont mauvais, mais parce qu'ils sont oubliables. Et dans une industrie aussi rapide, être oubliable, c'est disparaître lentement. Square ne meurt pas d'un coup, il s'épuise. Et c'est dans ce contexte qu'un homme commence à douter sérieusement de sa place ici. Hironobu Sakaguchi. Non pas parce qu'il n'est plus créé, mais parce qu'il a l'impression que tout ce qu'il fait disparaît aussitôt. Pour lui comme pour Square, la prochaine décision n'est plus une opportunité, c'est un choix. Quand on arrive à ce point-là, il ne reste que deux options, continuer sans y croire ou tenter quelque chose qui peut tout faire basculer. Square choisit la seconde. Un jeu plus ambitieux, plus long, plus narratif, un jeu qui prend le risque de demander aux joueurs de s'attacher. Pour Sakaguchi, ce projet a un sens très particulier. S'il échoue, ce sera le dernier. Le nom n'est pas choisi au hasard, Final Fantasy. Et contre toute attente, le jeu fonctionne. Final Fantasy ne fait pas que survivre, il dépasse tout ce que Square aurait pu imaginer. Au Japon, le jeu se vend par centaines de milliers d'exemplaires, puis par millions. Un chiffre immense pour l'époque, surtout pour un jeu qui n'était censé être qu'un dernier essai. Mais le plus important n'est pas seulement le nombre de copies vendues, c'est ce que Final Fantasy change dans les têtes des joueurs.
Pour la première fois, un jeu vidéo grand public demande aux joueurs de rester, d'écouter, de s'attacher. Les personnages ne sont plus des fonctions, ce sont des figures, des compagnons de route. La musique n'est plus un fond, elle devient une mémoire. Et surtout, le jeu vidéo prouve une chose. Il peut raconter une grande histoire sans renoncer au plaisir de jouer. Pour Square, ce succès change tout. Le studio ne survit plus, il existe. Ce qui devait être une fin devient un commencement. Final Fantasy ne s'arrête pas là, il devient une série, puis une référence, puis l'une des licences les plus connues de toute l'histoire du jeu vidéo. Des générations entières découvrent le médium à travers lui. Et tout ça à partir d'un jeu qui n'aurait jamais dû exister. Final Fantasy n'a pas été conçu pour créer une légende, il a été conçu pour ne pas disparaître. Et peut-être que c'est ça sa vraie force. Parce que parfois ce qui marque le plus n'est pas ce qui est pensé pour durer, mais ce qui est créé avec la peur de tout perdre. Final Fantasy n'est pas une réussite planifiée, c'est un sursaut. Et parfois, un sursaut suffit à changer une industrie entière. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets qu'on pourrait aborder pour les prochaines vidéos et les retours que vous pouvez me faire. Sur ce, je vous laisse, c'était Nof et à la prochaine.